Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Les Aiglons auraient dû ramener les 3 points de Lyon, mais une décision scandaleuse de l'arbitre en a décidé autrement. Nous reviendrons sur ce fait de jeu et ce match, bien sûr, en compagnie de nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin avec Vincent Menikini. Salut Vincent. Salut Mika. William Imbersé, salut Will. Salut Mika. Et la légende de retour, Philippe Camps, le Big Boss. Bonjour mes amis. Salut à tous. Notre invité cette semaine est un observateur attentif et avisé de l'actualité de l'OGC Nice, de retour sur le plateau de Gym Tonic. Salut Eric Roy. Bonjour Mika. Ça va bien? Bonjour à tous, ça va super bien. Toujours consultant France Télé, RMC Sport. Toujours consultant RMC. Exactement. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Au sommaire également de cette émission, Lucien Favre tendu et les dirigeants toujours muets. On attend une prise de parole bien sûr de la part des dirigeants de l'OGC Nice. Le bilan des Aiglons avant cette trêve internationale, les premières rumeurs, les premières infos mercato d'hiver et les coups de gueule, coups de cœur de nos experts. On attaque ce Gym Tonic par ce nouveau vol manifeste en territoire lyonnais. Vincent, tu étais au Groupama Stadium vendredi soir. Comment l'arbitre a-t-il pu siffler pénalty sur Lacazette ? Surtout que c'est Lacazette. Tu sais que Lacazette, à ce moment-là du match, il ne peut que tomber dans la surface pour aller chercher la seule chose qu'il peut gagner face à un adversaire qu'il a mangé tout au long du match. Todibo, c'est simple, il a fait passer Lacazette pour un petit enfant pendant 90 minutes. Et sur ce duel, il n'y a absolument rien. Et il va le chercher parce que c'est un malin, on le connaît, hein, bravo à lui. Il a fait une sorte de Dante contre Nantes, d'aller chercher, je ne sais pas comment, un penalty qui permet à l'OL de ramener un point. Mais oui, ce qui est dommage, et l'éternel débat, c'est pourquoi dans le camion du VAR, les copains disent pas à leurs copains hey, t'as fait fausse route et c'est réglé. On va regarder au moins. On va regarder et fais-toi une analyse à froid, en tous les cas, avec le ralenti. Parce que qui puisse être... je veux dire, prendre une mauvaise décision à chaud sur nous quand on voit le même match à la télé, l'action en vitesse réelle, c'est difficile de se faire réellement une... Et après, quand tu vois le ralenti, c'est là où tu te rends compte de l'erreur. Mais ce qui est grave, effectivement, moi, j'en veux pas tellement à l'arbitre, j'en veux à ceux qui sont normalement là pour justement permettre qu'il n'y ait pas des grossières erreurs comme ça et qui justement un truc fausse le résultat d'un match. D'ailleurs, Todibo après le match en zone mixte en off, il disait franchement c'est dommage parce que nous on a adoré l'arbitrage de Wattelier. Il nous parle, il est pas là à nous mettre des cartons dans tous les sens et voilà il disait c'est dommage qu'il soit pas aidé sur cette action. Will, l'OGC Nice avait été plutôt favorisé face à Nantes par l'arbitrage, là défavorisé. On dit que ça s'équilibre, mais bon, ce sont quand même des erreurs qui s'accumulent. Oui, c'est des erreurs qui s'accumulent et c'est encore une fois, je rejoins ce qui a été dit, c'est surtout le VAR qui est désolant. On ne comprend pas à quoi ça sert au final. S'il ne va même pas revoir juste les images, c'est scandaleux. Après, je pense que le gym a été victime d'un contexte. Un stade de 60 000 personnes, c'était bouillant, les 35 ans des Bad Guns, Karim Benzema à la mi-temps. C'est tout un contexte qui fait qu'à la 88e, quand il y a une action litigieuse, l'arbitre il siffle. Un penalty retiré aussi, donc ça peut conditionner l'arbitre, non Philippe? Parce que Pépé avait loupé son penalty dans un premier temps. J'avais trouvé qu'il avait bien arbitré jusqu'au péno. Même en refaisant tirer le penalty, parce qu'il avait bien avancé. On voit Lopez qui s'avance vraiment. Ouais. Donc c'était normal qu'il le fasse retirer. Mais jusqu'au péno, je trouvais qu'il avait bien arbitré. Donc après, c'est sûr que ça a tout foutu en l'air. Ça a foutu en l'air le travail fait par l'OGC Nice. On va regarder les stats de cette rencontre entre Lyon et Nice et elles vont confirmer la domination des Aiglons sur cette rencontre. En tous les cas, en termes de tirs pour les Niçois, avec 13 tirs par rapport à 9. Et c'est vrai que une occasion manquée, on peut parler de cette occasion de Laborde quand même, Will, parce que si il plie le match à ce moment-là, c'est terminé, quoi. Ouais, j'étais assez surpris, je pense. J'ai cru qu'il se pensait hors jeu et qu'il jouait pas le coup à fond. J'ai pas compris pourquoi il tergiverse autant et il tente pas au moins une frappe. Parce que même avant, première mi-temps, il y a aussi Diop qui en a une belle. C'est dommage parce que Nice, je pense, a eu les opportunités de plier le match. Et puis, sans ce penalty, contrairement à Cologne où j'ai serré les fesses, entre guillemets, autant là, je sentais que ça pouvait jouer encore 2 heures. Lyon ne marquait jamais. Dante, Todibo aimantait tous les ballons. Le gym défendait super bien. Franchement, c'est rageant parce que Nice méritait largement les 3 points. Eric, c'était le meilleur match de la saison peut-être de l'OGC Nice ?
Je ne sais pas si c'était leur meilleur match, mais en tous les cas, c'est sûr qu'on a toujours tendance à regarder les Niçois et à les étalonner quand ils jouent des grandes équipes. Mais en fait, on se rend compte que Nice, quand ils jouent contre des grosses équipes du championnat, ils sont toujours bons en général. On se rappelle leur match même au parc. Sauf contre l'OM cette année. Mais ils sont souvent bons, quoi. Et c'est vrai qu'ils arrivent à hisser leur niveau de jeu. Moi, où je trouve que leur gros problème, en fait, c'est contre les équipes qui sont normalement inférieures, qui refusent un peu plus le jeu, où là, ils ont beaucoup plus de difficultés à trouver des solutions face à des blocs bas. Et ils vont devoir le faire assez souvent parce qu'ils joueront souvent contre des équipes qui, normalement, sur le papier, sont moins bonnes qu'eux. On va écouter la réaction de Jean-Claire Todibo au micro d'OGC Nice TV après cette rencontre face à Lyon. On peut dire qu'aujourd'hui, on a fait un mauvais résultat avec ce match nul. Parce que je pense qu'on aurait mérité les 3 points ici. Après, malheureusement, il y a eu cette erreur d'arbitrage et qui nous met un peu dedans avec ce penalty, etc. On fait un très bon match dans le contenu, dans ce qu'on a proposé. Après, sur la fin du match, c'est vrai qu'on subit un petit peu, même si on arrive à quand même se créer quelques situations. Je pense qu'à ce moment-là, faut tuer les matchs. Faut tuer les matchs, c'est très important. C'est ça qui fait que les équipes au très très haut niveau gagnent des championnats ou finissent bien classés ou sont reconnus à leur juste valeur. C'est en tuant les matchs tout simplement. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de tuer le match sans concéder plus d'actions que ça en vrai. On doit le tuer et peut-être que l'erreur aurait été évitée. Voilà donc la réaction de Jean-Claire Todibo, l'erreur aurait pu être évitée, elle aurait pu être évitée aussi Vincent si Youssef Attal avait tout simplement dégagé le ballon sur l'action juste avant le penalty. Même Boudaoui moi. Oui. C'est surtout Boudaoui qui le met dans le bar. Qui revient en arrière. Parce que Boudaoui en plus il a la passe facile à mettre comme ça le long de la ligne parce qu'il y a en plus un joueur qui fait un appel. Et d'ailleurs sur le moment quand je vois qu'il se retourne et qu'il a dans la tâche, je dis mais pourquoi tu le joues pas vers Je me suis fait cette réflexion. Et derrière, tu te dis, tiens, des petits détails comme ça, comment ça se passe ? Après, Attal, il veut relancer, il se fait contrer, et puis après, derrière, c'est la situation qui vient. C'est vrai que les buts amènent toujours des erreurs, forcément. Mais là, même Fav l'a dit en conférence de presse tout de suite derrière, donc c'était une grosse erreur, et c'est pour ça que quand on peut jouer vers l'avant, il faut jouer vers l'avant. Peut-être la seule erreur d'Hichem Boudaoui sur ce match, qui fait une première mi-temps exceptionnelle. Un peu dans la lignée de son match qu'il avait effectué à Rennes il y a quelques années. Une débauche d'énergie incroyable, de la justesse technique. Mais ce match, en fait, il ressemble beaucoup à ce que Favre aime dans le foot, c'est-à-dire être très vertical, avoir beaucoup de courses, et voilà. Mais après, il faut aussi, pour pouvoir jouer ce genre de match, il faut tomber contre des équipes comme Lyon, qui aiment avoir le ballon, qui jouent, qui te laissent un peu d'espace quand même, parce qu'ils attaquent beaucoup. On n'a qu'à avoir la possession quand même, tu as 37% de possession de balle, mais c'est pas très important, si tu as 37%, mais que tu te crées plus d'occasions et que tu tires plus de fois que l'adversaire. Ce qui s'est passé notamment pour les Niçois. Et c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions. Mais pour avoir cette transition et ces courses vers l'avant et cette verticalité. Il faut des joueurs de profondeur. Il faut des joueurs de profondeur, il faut de la vitesse et puis des fois il faut les adversaires. Et le problème c'est que Nice, ils ont plus souvent des adversaires qui leur donnent pas d'espace et qui sont bien regroupés avec un bloc équipe assez bas que des équipes comme Lyon qui rencontrent. C'est difficile de ressortir un joueur, Will, dans cette partie, mais on va prendre celui qui peut-être joue le moins ces derniers temps, c'est Aaron Ramsey, et il a plutôt tenu la baraque au milieu de terrain à la place de Kefren Turam. Il n'est pas convaincu, je crois. Là, tu viens me brancher sur celui qui me convainc Je savais. Celui qui me convainc le moins, parce que j'ai rien contre lui personnellement, mais je trouve que c'est beaucoup trop lent. Je trouve que même pour un niveau de l'intensité de la Ligue 1, c'est trop lent. Il y a toujours 2-3 joueurs qui arrivent dessus et il met du temps pour se retourner. Il est souvent pressé, obligé de jouer en arrière. Il a du ballon, certes, mais franchement, on dirait un vétéran au milieu d'une équipe de jeunes et du coup, non, ça me plaît pas. Je trouve mieux quand même. Il court beaucoup. Ouais. En fait, plus. Non, il court beaucoup. Ouais. Je pense qu'il est à presque 12 km. Ouais, mais il fait quand même pas mal de courses invisibles, il libère pas mal d'espace, et puis surtout, il a une capacité à organiser le jeu dans des moments un peu chauds, qui je trouve, est assez précieux. C'est un garçon qui a beaucoup d'expérience, qui a toujours eu un gros volume de jeu. Après, dans ses meilleures époques, ses meilleures années, à Arsenal notamment, c'était un garçon qui faisait en fait des choses différentes dans le sens qu'il se projetait beaucoup dans la surface de réparation adverse et que souvent il était à la conclusion. Comme il l'a fait par exemple sur le premier match quand il a joué à Toulouse. Il est rentré, mais il a fait il s'est projeté à Ajaccio aussi. Il est capable de faire ça, mais je trouve qu'il a plus la vitalité, l'énergie, cette voilà que peut avoir un jeune joueur comme BK par exemple. Enfin, tu vois ce sentiment d'avoir du punch quoi, tu vois. Un peu comme toi quand t'es revenu à Nice quoi. Ouais non moi j'ai jamais eu trop de punch. Moi je préfère
d'être, tu vois, au milieu de terrain devant la défense et d'avoir 2 jeunes comme ça qui avaient un peu plus de vitalité. Par contre, je pouvais être effectivement bien placé, rassurer le monde, bien relancé, voilà, des choses comme ça. Non, mais voilà, pour revenir à lui, je pense malheureusement qu'il a plus ses jambes d'il y a quelques années, tout simplement, et ses dernières blessures, forcément, le conditionne à mettre du temps à revenir quoi, à son meilleur niveau. Quoi. Moi, son début de match m'a un peu fait peur, parce qu'il a pris 2 tampons, il a volé en éclats. Et après, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était mieux, qu'il était bien placé, qu'il fait jamais rien pour rien. Et qui, contrairement à Barclay, il amène quelque chose. Quoi. Après, c'est un garçon qui est résilient, c'est dans sa nature. Je pense que c'est un vrai professionnel, c'est un mec il a été quand même un joueur important dans une bonne équipe dans Première Ligue où c'est un championnat qui est très exigeant, notamment au niveau du rythme, tu vois. Donc c'est un garçon peut-être qui va revenir avec le temps, mais le problème c'est que quand tu restes sur 2-3 saisons où t'as pratiquement pas joué à cause de blessures, c'est difficile d'avoir ton meilleur niveau rapidement. Et je voulais juste revenir avec Eric, puisqu'il le connaît bien, la communication de Laurent Blanc à la fin du match. Quand il dit que le match nul est mérité. J'ai halluciné. Donc, il fait vraiment de la com', ou alors il nous prend pour des cons. Quoi. Je sais pas, j'en ai pas parlé avec lui, je l'ai pas eu. Moi, depuis qu'il a signé à Lyon, on avait parlé avant. Je savais bien avant tout le monde qu'ils étaient en train d'essayer de le convaincre de venir. Je crois que c'est important pour lui de dire que son équipe elle progresse. Parce que si tu es entraîneur et que tu dis que tu prends une équipe et que si tu dis ah ben non on est toujours aussi nul machin, ils vont dire non pourquoi t'es venu. Donc après lui il considère que la première mi-temps n'a pas été bonne et que la deuxième mi-temps Lyon a vraiment dominé. Donc il dit mais c'est une énigme cette équipe parce qu'il y a des vrais joueurs, il y a des noms. Et moi je les avais déjà vus à Marseille où je les avais trouvés consternants. Mais je crois sincèrement que par contre dès qu'il est arrivé il a quand même fait un constat, c'est que l'équipe physiquement elle est pas prête quoi. Et que quand tu n'es pas prêt à courir aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, c'est même pas la peine. Les jeunes, si vous nous écoutez, si vous n'êtes pas prêt à beaucoup cavaler au football, il faut aller faire un autre sport maintenant, parce qu'il faut beaucoup courir. Et c'est la réalité, parce que le foot aujourd'hui, c'est plus... On aime bien nous parler les vieux, hein, nous, des anciens des années 70, Juve ou Guy ou tout ça machin. Mais c'est plus le même football. C'était des joueurs fantastiques, mais c'est plus le même football. Aujourd'hui, il faut être capable de courir beaucoup, à haute intensité, et d'être capable techniquement, en plus, d'amener des choses à ce rythme-là. Ce qui prouve que l'arrivée de Blanc et le changement de coach ne change pas forcément les choses. Attention, il faudra voir cette équipe au mois de février, parce que je pense qu'il va y avoir une nouvelle préparation, on va voir comment ils vont être préparés physiquement, et on va voir si effectivement l'équipe elle change de physionomie. Enfin, sur le match, là, je suis pas mécontent qu'Aouar n'ait pas signé à Nice finalement. Ouais. Et Fèvre. Plutôt transparent. Fèvre. Après même Cacré, qui est un super joueur, n'a pas été... Mais bon, c'est... Ouais. La fin de match de ce Nice-Lyon a été marquée par l'interview, l'échange chez nos confrères d'Amazon Prime entre Lucien Favre et Thibault Leroll, le journaliste d'Amazon. Un échange plutôt tendu. On va le commenter, cet échange, messieurs. On va le regarder d'abord et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a quelques minutes, Dante était présent avec nous et nous a clairement dit... entre les lignes, qu'il souhaitait que vous restiez évidemment le coach de cette équipe pour continuer à travailler. Il sent que la mayonnaise est en train de prendre. C'est une expression française, coach. Mais qu'est-ce que ça veut dire, votre question, alors ? C'est pas une question, je voulais simplement... Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça vous fait plaisir que Dante dise... Il l'a déjà dit. Et il l'a redit ce soir. Ça vous fait plaisir, alors ? C'est ça ma question. Bien sûr. Mais ça veut dire que vous l'avez posé la question sur le coach. Je lui ai demandé s'il sentait que les progrès étaient là en ce moment et il a dérivé vers... Des progrès, et puis il y a des tas de choses à dire dont je ne veux pas parler. Moi, je vous ai dit, et je vous répète encore une fois, mais essayez de l'inscrire une fois définitive dans votre cerveau. C'est un projet sur 2 ans qu'on a. D'accord. Pour jouer la Ligue des Champions, pour concurrencer le Paris Saint-Germain. 2 ans, c'est pas 4 mois. D'accord. Et puis, il faut... il y a du travail. Il y a du travail dans tout. Et puis, il faut bien dire que, il nous manque quand même quelque chose. Un peu. Quoi ? Il nous manque des choses. D'accord. Voilà. Tout. Des joueurs ou pas ? J'ai rien d'autre. Bon. Merci, coach. Merci beaucoup. Allez. Bonne trêve. Hein. Vous m'en voulez pas. Hein. Vous m'en voulez pas. Hein. Thibault Leroll, en plus. Voilà donc l'échange entre Lucien Favre et Thibault Leroll chez nos amis d'Amazon Prime. Merci à Pierre Niguet de nous avoir fourni ces images. Et c'est vrai qu'on ne le connaît pas comme ça, Lucien Favre. En conférence de presse, il avait plutôt tendance à botter en touche. Et là, il s'est lâché, Vincent. Il s'en prend pas après aux journalistes. Il s'en prend clairement à ses dirigeants qui l'ont mis dans une drôle de situation depuis 4 mois. Ça fait 2 fois que Lucien Favre il est sur la sellette. On parle quand même d'un grand coach.
qui a 65 ans, qui a roulé sa bosse, qui était il y a 2 ans au Borussia Dortmund. On a l'impression que ces dirigeants, voilà, un coup en septembre, on va mettre Pochettino, finalement non, on garde Lucien Favre, et là on se retrouve encore 1 mois plus tard à savoir est-ce que Lucien Favre va rester ou pas, après lui avoir mis quand même pas mal de bâtons dans les roues. Donc c'est un peu normal que Lucien Favre, au bout d'un moment, il a envie juste de dire, bon écoutez, c'est à mes dirigeants de prendre leurs responsabilités, de clairement asseoir mon autorité et arrêter de me fragiliser en fait. Mais d'ailleurs, il était très tendu parce que dans la foulée de cet échange, je rejoins la zone mixte du Groupama Stadium, je parlais avec 2 de ses adjoints, il m'a vu, il est sorti de son bus et il a un peu pété un câble, il a dit hey, les gars, on parle pas à la presse ce soir, on parle pas. Ça lui ressemble pas. Parce je crois que c'est ta faute en fait. Non, mais il nous en veut pas en plus personnellement, mais ça l'agace et on peut le comprendre. Il est en vacances en Suisse depuis quelques heures et il sait toujours pas si dans 2 semaines ça sera encore le coach de Nice. C'est une situation invivable pour le moment pour Lucien Favre, Eric. Je sais pas, de toute façon, les situations, elles sont toujours compliquées pour les entraîneurs à partir du moment où ils sont pas dans les clous des objectifs, quoi. Après, je sais pas quels étaient les objectifs clairement affichés par l'OGC Nice cette année. A priori, je crois qu'il n'y en avait pas. D'après ce que j'ai entendu. En tous les cas, il n'y avait pas d'officiel. Voilà, c'est parce que j'ai entendu de ce que j'en sais. Il fallait se qualifier pour les 8e de finale. Ça a été fait. Ça a été fait. Donc, même si c'est un miracle. Mais bon, mais c'est vrai que quelque part. Oui, enfin, en tous les cas, son interview, parce qu'en plus Thibault Leroll est pas très agressif dans son interview. Non, et puis je trouve qu'il est plutôt, en plus, il l'amène plutôt bienveillant pour dire, en étant la bienveillance, de dire, ça fait plaisir de votre capitaine qui est un peu le porte-parole des joueurs quelque part. Il vous soutient, ils sont derrière vous, donc voilà. Bon, lui, il l'a pris. Et après, quand on dit slash, il n'a pas dit grand-chose. Il a dit justement, je ne veux pas parler de certaines choses. Donc, c'est le côté quitter le plateau, comme ça, j'ai plus rien à vous dire. Mais c'est vrai que la manière dont il a réagi, c'est que forcément, il est touché. Donc voilà, forcément, ça ne doit pas être simple. Mais bon, écoute, ça, je peux pas parler à la place des dirigeants niçois. Je sais pas mais j'ai pas l'impression forcément que ça va changer. Mais il va falloir qu'ils parlent, là, qu'ils s'expriment à un moment donné. Parce que pourquoi, par exemple, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on parle de ça ici, et attention, on précise bien que nous n'avons absolument rien contre Lucien Favre. Bien au contraire. Bien au contraire, on l'aime tous beaucoup ici, et on interprète les silences des dirigeants. Pourquoi, oui, là, à un moment donné, s'ils ne veulent pas parler, il n'y a pas un communiqué disant Lucien Favre est notre entraîneur, point barre. Je sais pas. Pourquoi ? Je sais pas, parce que probablement qu'ils réfléchissent encore. Ou peut-être qu'ils le savent pas non plus. Ils sont en pleine réflexion. Est-ce qu'ils attendent aussi d'être sûrs que le successeur qu'ils ont envie de choisir réponde oui ou non ? Est-ce qu'ils attendent ça ? C'est inquiétant, et je trouve par contre, moi je trouve que la réaction de Lucien Favre, pour moi, elle est même rassurante, parce qu'il montre quelque part que lui, il a envie de rester, que lui il a envie de continuer dans ce projet, qu'il est à fond impliqué. Ça montre son implication, et surtout je trouve que si ça arrive après ce match-là, je pense que vraiment, on l'avait vu par séquence, à Cologne notamment, mais je trouve que cet OGC Nice-là à Lyon ressemble vraiment à celui de Lucien Favre. On commence à voir ces séquences de jeu à 3, cette façon de défendre aussi en bloc. Je trouve que vraiment, il commence à mettre son empreinte sur cette équipe, et que justement, après un match où il doit gagner, cette question revienne, ça l'agace, et légitimement. Philippe, il montre aussi un petit peu le caractère qu'on a dit qu'il pouvait parfois manquer, Lucien Favre. Là, il en a du caractère sur ce coup-là. Oui, moi j'ai adoré cette séquence, parce que j'aime bien... Il n'a pas les codes de la communication, tout ça. Il a 65 ans, quelque part. Il tape le micro sur la tête. Il en a rien à foutre, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais... Donc moi, j'aime ça, ce dérapage. Après, ce que j'aimerais aussi, ça, j'en sais rien, c'est qu'ils le disent à ses dirigeants, ça. Et que lui, il peut taper sur la table en disant, bon, mais maintenant, on fait quoi ? Et quelque part, je suis donc persuadé que s'il avait perdu à Lyon, il sautait. Mais je pense que ça aurait arrangé certains de ses dirigeants. Parce que lui, Lucien Favre, il se dit que c'est pas à lui d'aller voir ses dirigeants. C'est eux qui le fragilisent, c'est eux qui l'ont fait venir, et notamment par le biais de Jean-Pierre River, qui aujourd'hui... Qui est absent, Jean-Pierre River. Forcément embarrassé. Absolument plus. On le voit forcément embarrassé, parce qu'il sait très bien qu'il y a une réflexion autour de l'avenir de l'entraîneur. Il peut absolument pas le consolider. Parce que si 2 jours après, Dave Briceford, Florent Ghisolfi et Fabrice Bocquet décident de le virer. Et Jean-Pierre River, il n'a pas sa voix au chapitre là-dedans. Je pense qu'il est un petit peu écarté de l'opérationnel en ce moment. C'est lui qui l'a fait venir, hein, donc maintenant il doit être embarrassé, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure qu'on interprète des silences, c'est même pas de l'interprétation, c'est de l'information. Oui, c'est qu'il y a une réflexion engagée clairement
sur l'avenir de Lucien Favre et donc la recherche d'un entraîneur. Mais la victoire, non, c'est pas une victoire, mais le match contre Lyon arrive au plus mauvais moment pour les décideurs niçois. Parce que Lucien Favre, il a eu besoin d'un peu de temps pour mettre en place son équipe, comme l'a dit William, et il te sort certainement le match le plus abouti de ta saison. Et les joueurs, il y a 3 semaines, ils lui reprochaient plein de choses à Lucien Favre, parce que les joueurs, quand ça va pas, c'est jamais de leur faute. Et aujourd'hui, forcément, ils aiment plus Lucien Favre, qui t'offre beaucoup de liberté. Quand ça va bien, Lucien Favre, c'est le meilleur coach du monde. Eric, je vais peut-être te mettre dans la sauce, mais est-ce qu'il faut garder Lucien Favre jusqu'à la fin de la saison à l'OGC Nice ? Mais tu sais, pour répondre à ça, moi je crois qu'il faut être à l'entraînement tous les jours, il faut voir la relation qu'il peut avoir avec les joueurs, et ça c'est le rôle notamment d'un directeur du football, d'un directeur sportif, d'un directeur général, enfin suivant les missions qu'il en a, parce que c'est vrai que dans tous les clubs c'est un petit peu différent. Donc moi par exemple, quand j'étais dans ce rôle-là et dans ce poste-là, il est évident qu'à un moment donné, tu dois être capable d'analyser le fait que si ton entraîneur il est toujours suivi par les joueurs, si il continue à faire progresser les joueurs, parce que c'est quand même, je pense, l'essence même du rôle de l'entraîneur. Il est là pour faire progresser ses joueurs. En plus, il a un effectif qui est assez jeune. Donc, est-ce que les gamins, ils continuent en progression ? Est-ce qu'effectivement, il est capable après d'atteindre les objectifs qui sont les objectifs en interne, donc d'après ce que j'ai compris, mais bon, les objectifs. Donc, ça, c'est une analyse qu'il doit faire. Moi, de loin, est évident. Moi, je l'ai trouvé un petit peu perdu pendant au moins 2-3 mois, les 2-3 premiers mois de la saison, où je trouvais qu'il avait du mal. Alors après, ils ont tout fait pour le perdre aussi. Non, mais ce que j'allais dire, il n'était pas complètement fautif, parce que bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés sans que ça soit réellement une concertation, collective avec l'entraîneur et tout ça. Peut-être des joueurs qui ont été un petit peu rapportés comme ça sans réellement de plus-value. Donc tout ça, c'est pas facile quand on sait que les entraîneurs, ils ont besoin d'avoir un groupe, ils veulent des profils, certains profils, ils veulent jouer d'une telle manière, et c'est vrai que quelque part, le club est là après pour... Je ne suis pas pour les entraîneurs qui choisissent vraiment les joueurs, mais je suis pour qu'il y ait une concertation avec l'entraîneur pour qu'effectivement on choisisse par rapport à la manière dont il faut faire jouer son équipe. Après, s'il y a des joueurs qui arrivent à l'inverse de ce qu'il veut en faire, c'est vrai que c'est pas compliqué. Mais j'ai trouvé à un moment donné, franchement, qu'il était un peu dépassé. Et ça, c'est vrai que c'était sur les 2-3 premiers mois de la saison. Maintenant, c'est vrai que les résultats confortent toujours un entraîneur, c'est un petit peu mieux. Et c'est vrai que si la question est venue, c'est pas parce que l'équipe joue mieux et tout ça, la question est venue parce que si à un moment il faut changer, je pense que c'est maintenant. Il y en a qui ont décidé de changer il y a 2-3 matchs, mais je pense qu'il maintenant il y a une vraie réflexion, il y a beaucoup de clubs qui vont avoir des réflexions, c'est maintenant. C'est une intersaison en fait là. S'il faut changer, on est obligé de se poser la question du coup, et c'est notre indiscret de la semaine qui pour remplacer Lucien Favre. C'est vrai qu'il y a des noms qui circulent, Vincent. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc ça ne sera pas Régis Lebris, ça c'est une certitude, car il ne sera pas libéré de Lorient. Il ira au bout de sa saison. Il sort également de 15 journées sur le banc de Ligue 1, donc voilà, il y avait aussi des questions à ce niveau-là. Il y a d'autres profils qui sont actuellement étudiés, notamment celui de Domenico Tedesco, qui a débuté sa carrière à Schalke 04 très jeune, autour de 32-33 ans. Il a pour lui une vraie grosse saison en Allemagne. Il finit 2e avec Schalke lors de la saison 2017-2018. D'ailleurs, il me semble qu'à cette époque-là, Nice avait affronté Schalke, une très belle équipe de Schalke en Ligue Europa, qui avait fait la leçon justement à l'OGC Nice. Il a ensuite eu un parcours avec le Spartak Moscou, le Red Bull Leipzig, un club qui inspire pas mal d'autres clubs en Europe, et notamment un petit peu l'OGC Nice. Et il a été licencié au mois de septembre par Leipzig, qui est actuellement aussi bien placé en Bundesliga. Donc il y a un CV assez intéressant. Il parle 4 langues, notamment le français. C'est important parce qu'aujourd'hui la volonté aussi du board, c'est d'avoir un entraîneur qui parle français. On a aussi entendu le nom de Sabri Lamouchi, qui lui n'a pas que des... Voilà, l'ancien entraîneur de Rennes, qui a entraîné également Nottingham Forest. Donc voilà, il y a une vraie réflexion, et encore une fois, comme tu l'as dit, nous on fait absolument pas le procès de Lucien Favre, on ne donne que des faits, et certes, l'OGC Nice mène une réflexion, et à l'heure où on enregistre, c'est toujours pas entériné, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, si la décision a été prise, je pense qu'à un moment donné, ils auraient soit dit
bah voilà, c'est comme ça. Ouais. Et puis ils auraient mis la faute sur sur les voilà, c'est notre faute, on a tout fait pour déstabiliser, voilà. Vous avez dit en gros n'importe quoi, comme sur Pochettino, mais nous on a toujours cru en Favre. Et c'est ce qui se passera. Mais ils sont capables de le faire s'ils le gardent, par contre. C'est évident. Et ils le feront peut-être comme ça. Bien sûr. Ouais. Ce sera ta faute d'ailleurs. Oui, sûrement. C'est la faute de Gym Tonic, évidemment. Il a les épaules larges. Et il fait du sport. Surtout mardi après-midi, on m'a dit. Pourquoi mon cher Eric, qu'est-ce que tu penses de ces deux pistes? Sabri, tu le connais bien. Tedesco, un peu moins bien. Bon, attention, ne nous avançons pas non plus. Non, ce sont des réflexions, quoi. J'ai toujours du mal à commenter des choses qui sont abstraites, quoi. Donc, j'en sais rien. Je pense que les deux sont certainement des bons entraîneurs. Mais moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est de savoir un peu ce club, en fait, il est dirigé par qui. On dit tiens, en termes de dirigeants, personne ne prend la parole, mais qui doit parler au niveau du sportif? Comment c'est organisé? Qui recrute? C'est la mouvance anglaise, c'est le nouveau directeur sportif. Elle est toujours dans le coin d'ailleurs. Comment ça va s'organiser? Parce qu'en fait, la réalité, c'est ça, c'est que ce club-là, à un moment donné, s'il veut effectivement progresser, s'il faut que les choses soient clairement définies, et au-delà de l'entraîneur, que ce soit Lucien Favre, un autre, parce qu'après, les entraîneurs... Moi, je fais partie des gens qui pensent que tu es un bon entraîneur quand tu as des bons joueurs et que tu es un entraîneur qui est plus en difficulté quand tu as des joueurs moyens. Galtier est très bon à Paris. Mais bon, c'est pour ça que le niveau de l'entraîneur aujourd'hui à Nice, peu importe, et qui ça va être, peu importe. La réalité, c'est qu'est-ce qui va se passer pour qu'effectivement il y ait une vraie cohérence sur le travail, le recrutement et la direction, quoi. Mais Philippe, quitte à se séparer de Lucien Favre, est-ce que c'est pas pour prendre un king? Tu vois, un Tuchel, il est là le king. Mais un Thomas Tuchel, je sais pas, ou un Pochettino, mais faut arrêter de rêver avec un gros nom comme ça, parce que tant qu'à faire, autant garder Lucien Favre, qui est un grand nom du football européen. Ah oui, moi je suis complètement d'accord. De toute façon, le mercato d'hiver, c'est comme pour les joueurs, on va prendre qui maintenant? On va en parler tout à l'heure du mercato d'hiver, mais effectivement... Les bons joueurs, ils partent pas au mercato d'hiver. Voilà. Donc, du coup, les joueurs que tu peux prendre, c'est les joueurs qui sont libérés. Enlever Lucien Favre pour mettre, avec tout le respect que j'ai pour Sabri Lamouchi ou Domenico Tedesco, elle est où la plus-value? Franchement, peu importe le successeur, s'il y a manque de respect pour Lucien Favre, s'il le coupe maintenant. Il a passé 4 mois où on lui a foutu une équipe qu'il a rien décidé à part 2 joueurs. Il arrive à la trêve à être à 8 points de la 5e place, tant bien que mal, qualifié pour les 8e de finale. 8 points de la 5e place quand même. Mais tant bien que mal, avec le début de saison difficile qu'il a eu, finalement 8 points c'est pas si mal, et ça se rattrape. Et qualifié directement pour les 8e de finale, encore une fois. Et on lui dit, une fois qu'on commence à trouver de la stabilité avec un directeur sportif, un directeur général, Ineos qui dit que cet hiver on va envoyer de l'argent, et là on enlève Lucien Favre. On va dire que là, il a fait le boulot quand tout était bancal, et quand c'est stabilisé, on le dégage et on repart sur un entraîneur à qui on va dire, oui, il faut encore du temps pour qu'il connaisse le groupe, donc on repart sur de la transition, c'est n'importe quoi. Mais c'est l'important, c'est peut-être la saison prochaine, non, plus que cette saison-là aujourd'hui. Une année de transition. Voilà, la fameuse année de transition de l'OGC Nice, tous les ans on y a droit. En plus, les joueurs à Lyon, ils ont montré qu'ils l'avaient pas lâché aussi. C'est ça. Ouais. Et même à Cologne, pas qu'à Lyon, quoi. Ouais. En tous les cas, du renfort, il y en a du côté du staff de l'OGC Nice, avec un nouveau directeur de la performance qui va arriver, Vincent, en provenance de Lens. Là aussi, on débauche pas mal du côté de Lens. Il n'est pas le seul à venir, d'ailleurs. Ouais, j'ai l'impression qu'on se fait pas mal d'amis en ce moment. La façon de procéder, c'est assez violent. On a récupéré Ghisolfi dans un club en plus qui cartonne, qui est en passe de se qualifier peut-être pour la Ligue des Champions. Là, tu récupères le directeur de la performance, le préparateur physique. Leur nom? Laurent Bessière, réputé apparemment, qui était à Reims. Donc c'est le courant Ghisolfi, qui les a connus également à Reims. Donc après, les supporters lensois se plaignent, mais Lens avait effectué la même chose en débauchant des gens de Reims. Donc c'est un peu l'histoire du foot aussi. Et Ghislain Dubois, donc le préparateur physique. Ça prouve aussi qu'aux yeux des décideurs, il y avait un manque à ce niveau-là. Et je pense qu'en sous-marin, le dénommé, aidez-moi, qui fait actuellement un audit, Dupont, voilà, l'ancien adjoint de Didier Deschamps, a dû aussi, lui, faire remonter ces informations. Il n'est pas venu, lui, pour dire « Ah bah là, c'est super, en fait, ça fonctionne parfaitement ». Et si tu débauches le directeur de la performance de Lens, c'est que tu juges que tu as un manque à ce niveau-là. Il faut savoir que
ce qu'on appelle les directeurs de la performance, comme Bessières que tu as cité, tout ça, c'est des réseaux où ils se connaissent tous aussi. Hein. Oui. C'est tous des fois des élèves de Dupont, d'un tel. Martin Buchette, qui était certainement un des responsables de la performance, qui était donc au PSG avec Laurent Blanc à l'époque et tout ça, et que je crois qu'il est à Lille actuellement. C'est aussi une figure de ce métier-là dans le football aujourd'hui qui devient de plus en plus staffé et tout ça. Donc ils se connaissent tous. Là, le truc, c'est qu'effectivement, ces garçons-là, ils arrivent en cours de saison. Quand ils sont venus à Lens, ils sont venus en début de saison. Donc, tu vois. Mais est-ce que c'est pas une nouvelle saison qui commence avec un mois et demi de trêve? Peut-être, mais on est dans une saison qui est quand même très compliquée parce que et ça va être le problème aussi dans le recrutement. Parce que quel club aujourd'hui va laisser partir un très bon joueur pour Nice, par exemple, que tu as ciblé en France, en sachant que tu as 4 descentes, que c'est une saison un petit peu où tout le monde a le trouillomètre à zéro. C'est le carnet de chèques qui fera la différence, je pense. Voilà. Mais donc, et je suis intéressé de savoir s'ils veulent renforcer l'équipe, comment ils vont faire, et qui vont les prendre. Et ça va être intéressant de voir, parce que ça va pas être simple. Et on sait que c'est pas simple au mercato d'hiver. Et surtout, qui tu vas faire partir, parce que déjà, je pense que tu as 25 joueurs. Mais concurrencer le PSG, c'est faire peut-être comme le PSG. On aura un thème mercato tout à l'heure pour les pistes. Je voudrais juste dire que Lens, qui est le seul club qui à une époque nous avait tendu la main, avec Gervais Martel, qui nous avait bien aidés. Je trouve que c'est le retour de l'ascenseur. Je trouve qu'il est vachement sympa. Quoi. Mais attends, après, le football, mais d'accord. Mais je sais que le football ne doit pas avoir de mémoire non plus, donc il n'y a pas de problème. Mais t'as raison. C'est vrai que c'était Gervais Martel à l'époque qui avait acheté 3 joueurs du centre de formation pour 5-6 millions de francs à l'époque. Non, mais c'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts, tout ça. Mais si on a un peu de mémoire et on a un petit peu de reconnaissance, je veux bien que maintenant au club il n'y ait plus personne de l'époque. Que les Anglais, ils ont. Non, mais c'est terrible de voir. Il y a qu'à regarder la façon de faire autour de l'avenir de Lucien Favre. On peut pas. Le manque de correction. On peut pas dire que c'est le fruit d'une grande élégance, en fait. La bonne nouvelle, quand même, malgré tout, du côté de l'OGC Nice, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles, c'est la prolongation de contrat de Jean-Claire Todibo. Oui, on a appris ça hier. Juste après le match face à Lyon, là, c'est un signal positif. C'est un signal positif qui est dans les tuyaux depuis un bon moment, parce que. Sans livrer de secret, Jean-Claire Todibo, il attendait depuis un certain temps déjà une revalorisation d'abord, et sans parler forcément de prolongation. Là, ils font coup double, ils ont réussi à le convaincre de prolonger aussi. Forcément, c'est une très bonne nouvelle, parce que Jean-Claire Todibo, ça fait partie des tauliers de ce début de saison. Et cette photo, elle est importante, je te coupe, excuse-moi Will. On voit Fabrice Bocquet et Florent Ghisolfi, mais on ne voit pas Jean-Pierre River. Ni Dave Riceford. Oui, c'est l'image publique de ce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui en privé. Et on donne jusqu'à quand la prolongation de contrat. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau à l'OGC Nice. On le disait pas avant. C'était la méthodologie Fournier qui ne voulait pas donner les fins de contrat pour donner une image, une idée d'ordre de prix pour les transferts. Ghisolfi apparemment fonctionne autrement. Ça, c'est vrai que c'est super compliqué de savoir les fins de contrat des joueurs. C'est un petit jeu de dupes, forcément. C'est pas des secrets. Ce sont des secrets de polichinelle, comme on dit. Mais Ghisolfi, c'est aussi une manière. 2027, c'est une longue échéance. C'est une prolongation de 5 ans quand même. C'est juste le contrat court jusqu'en. Voilà, donc pendant 5 ans. Donc ça montre aussi à l'extérieur, quelque part, celui qui serait intéressé par Jean-Claire Todibo. Il va falloir qu'il mette le prix. Voilà, il va falloir envoyer de l'argent. Donc c'est aussi un message un peu à l'extérieur pour dire on veut consolider nos meilleurs joueurs. Mais aussi construire autour de lui quand même, Jean-Claire Todibo, parce qu'aujourd'hui c'est ton meilleur joueur, quoi. Forcément, c'est un défenseur central dans un poste où en plus il est compliqué d'aller chercher des bons joueurs, et forcément l'avenir du club. On sait que notre capitaine Dante, il est presque étonnant match après match, mais bon, malheureusement, à la fin, il se rapproche plus que du début pour lui. Et c'est vrai que pour Todibo, c'est sûr que c'est l'avenir. Maintenant, effectivement, moi, il y a encore... Et en plus, je pense que non seulement il est déjà à un très très bon niveau, mais en plus, je pense qu'il a encore une marge de progression importante. Et notamment dans la concentration. Où quelquefois, je trouve un peu pris à défaut. Et c'est vrai que quand il va progresser encore à ce niveau-là, il va être un défenseur central incroyable. Mais s'il arrive justement à prendre tout le positif de Dante... Parce qu'il y a des moments, tous les jeunes qui ont joué avec Dante, à un moment, ils se sont dit, ouais, le vieux, là, il nous fait chier, il va à 2 à l'heure, on joue trop bas. À Lyon, les deux, je les ai retrouvés connectés. Ils ont été connectés, effectivement, tu vois, complémentaires. Même Dante, il le prenait, et Todibo, il le regardait sur 2-3 sorties de balles. Dante, il leur a dit, écoute, papa,
Je suis encore là. Regarde, à la 30e, à un moment, il est pressé par tout le monde. Dante, il a trouvé une passe. Je pense que les 50 000 spectateurs du Groupama l'avaient pas vu. Mais lui, il l'a vu. Donc si tu prends le meilleur de Dante... C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Mais c'est un peu, on respecte nos aînés. Quand tu dis, Eric, quand tu dis, Eric, qu'il a encore une marge de progression, c'est pour ça, par exemple, que Didier Deschamps préfère un Axel Disasi aujourd'hui dans sa liste des 26 plutôt qu'un Jean-Claire Todibo, alors que, franchement, peut-être que Todibo fait une meilleure saison pour l'instant que Disasi. Calme, il a pris 3 rouges. Non mais voilà, mais c'est ça, la concentration. C'est un ensemble, Disasi peut-être aussi plus d'expérience sur les matchs internationaux, les matchs de Coupe d'Europe. Bon, on sait que Didier Deschamps est très aussi sensible au fait que les joueurs, au-delà du championnat de France, de la Ligue 1, qui reste un championnat très difficile. Les gens pensent que de l'extérieur, c'est un championnat mais c'est un championnat très difficile, peut-être plus difficile que l'Allemagne, plus difficile que l'Espagne, mais c'est un championnat très difficile déjà athlétiquement. Et donc, voilà, je sais que Didier Deschamps, il aime voir les joueurs qui sélectionnent en Coupe d'Europe et tout ça. Donc, il n'a pas encore ce background, ça va venir, on l'espère. Et donc pour lui, c'est vrai qu'il a l'avenir devant lui. Mais en tous les cas, c'est quand même un secteur de jeu en France qui est incroyable. Parce que si on parle de Fofana qui est blessé, qui était à Chelsea, et des uns et des autres qui n'ont pas été appelés, mais il y en a un paquet, quoi. Il y en a un paquet des super joueurs. Il y a un gros réservoir. C'est incroyable. Benoît Badiachil aussi de Monaco à ce poste-là, qui postule également à un moment donné. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur la prolongation de Jean-Claire Todibo, la bonne nouvelle de l'OGC Nice pour le moment. Messieurs, on passe à un petit bilan rapide avant cette trêve. Est-ce que Nice, on l'a mis dans le bandeau, Nice sauve les meubles? C'est un peu ça Philippe sur 15 premiers matchs, une qualification... Tout à fait ça, sauve les meubles. C'est sauve les meubles. Voilà. Bien trouvé, t'as vu? Ouais, c'est bien trouvé. En plus avec Ikea à côté du stade. Sauve les meubles. Non, mais ils auraient pu... C'est vrai qu'il vaut mieux pas faire de bilan, je crois. Ouais, mais ils auraient pu faire mieux, quand même, en championnat. En fait, 100 fois mieux. S'il n'y a pas ce match de Lyon, qui est pour moi pas un cache-misère ni un trompe-l'œil, mais quelque part, il abrite tout ce qu'il y a derrière, quand même. Mais il sort pas de nulle part non plus, ce match à Lyon. Il est sur une certaine dynamique plutôt positive. Bien sûr. C'est plus, ils n'avaient plus perdu depuis... finis avec on va voir les stats de ces 25 premiers matchs du côté de l'OGC Nice. Mais avec des matchs miraculeux comme contre Nantes ou... Tu finis à Lyon avec ton remplaçant à droite, titulaire à gauche, ce qui prouve qu'à gauche, tu as fait à peu près n'importe quoi. Oui. Au milieu, Ramsey... 23 matchs joués, seulement 3 clean sheets quand même. 3 clean sheets, 3 matchs sans prendre de but seulement en 23 matchs. Et c'est surtout offensivement ou c'est pas la folie. Et offensivement, 25 buts pour toute compétition confondue, 15 en Ligue 1, quasiment plus mauvaises attaques de Ligue 1. C'est ça qui est un peu dramatique. Quand t'as Diop, Laporte, Pépé, Delors dans ton équipe. C'est un peu comme le souligne Vincent, c'est certain manque de l'effectif aussi. À gauche, on a bien vu que Cambar a fait quelques bons matchs, mais quand il n'est pas dans le rythme, les solutions, il a fallu que Lucien Favre la trouve avec Lotomba, parce que derrière, Brian, ça ne tient pas la route. Quand Todibo n'était pas là, c'était aussi délicat d'associer très vite Dante Vici, on l'a vu contre l'OM. Donc je pense qu'il a aussi pâti de ce manque de recrues intéressantes pour vraiment consolider son effectif. Et on voit que dès qu'il a toutes ses forces vives à disposition, comme à Lyon, c'est un autre effectif. Et même si à Lyon, quand Diop sort, tu te retrouves à devoir mettre Barclay milieu gauche. Waouh. Ah, ça c'est compliqué. Ça décoiffe pas trop. Ça a été compliqué. Le classement de cette Ligue 1, donc après 15 journées avant cette trêve internationale due à la Coupe du Monde de football, le GC Nice. Et donc 9e au classement dans le premier tableau, c'est déjà pas mal. Même s'ils auraient pu grappiller cette petite place et passer devant Lyon s'il n'y avait pas eu cette erreur d'arbitrage. Nice. Goury, il est où là au classement? Goury est avec Rennes et 3e, mon cher Vincent. Mais on va pas refaire le débat Gouiri toute la saison, il est parti. Philippe parle de Baratelli à chaque émission, moi je parle de Dominique Gouiri. Baratelli, un phénomène. Qui c'est? Je ne connais pas. C'était mon idole quand j'étais petit. Quand j'allais au Stade du Ré, le vieux Stade du Ré. La tribune d'honneur était où il y a le TCM. La tribune d'honneur était là. Moi je montais au stade à ce niveau-là. Et donc Dominique Baratelli jouait. Et il était brun, très brun. Et moi qui étais blond petit, je disais à mon père, je veux être brun comme Baratelli. Et donc, tu vois, c'était lui mon idole. Et quand on prenait un but, c'est ta plus belle des qualités. Voilà. Tu me l'as remis en forme, la légende. Je pleurais dans la tribune et les gens me donnaient des bonbons. Dominique Baratelli dit le chat, on peut entamer un petit sujet. C'est l'amant de Dominique Baratelli. Invite-nous Dominique Baratelli sur le plateau de Gin Tonic. Je l'invite, mais c'est pas son truc. Ils se sont retrouvés dimanche à la brocante là. C'est pas du la brocante. Moi,
J'ai regardé la liste de Deschamps uniquement en me disant il va appeler Baraté. Allez, messieurs. Tu t'es dit Maignan et limite, on sait jamais. Il y a Mandanda, pourquoi pas Allez, on va passer aux quand j'ai vu tous les stats, tous ces chiffres dont je suis pas du tout friand, je déteste les chiffres, j'aime les hommes et les émotions. Oui, t'es plus les lettres. Voilà, les chiffres m'emmerdent. Mais j'ai quand même jeté un œil sur le milieu de terrain où on a pléthore de joueurs au milieu. Et je crois qu'il y en a un qui a 2 passes décisives. Ils sont tous à 0 passe D. Ouais. Oui, parce que ça manque de créativité. C'est Thuram. Ça manque de créativité au milieu. Ils n'ont pas de passe décisive. Il manque un 10 dans cette équipe. Ouais, mais c'est même pas une question de 10, parce que maintenant ça ne veut rien dire. Ça manque de créativité au milieu. De toute façon, c'est tout. On le sait depuis le début. Alors devant, ça marque pas, mais au milieu, le dernier ballon. Peut-être pour le prochain mercato d'hiver. Avant d'en parler, justement, on passe aux Abgym. L'actualité de l'OGC Nice suivie par les caméras d'OGC Nice TV. J'adore faire des... Dans le zapping. Tu peux venir. Là, on va faire 10 minutes vélo dans l'eau chaude. Après, on va s'activer, on rentre et on se prépare pour demain. Ce qu'on vous propose de faire, c'est dans un premier temps, c'est de descendre dans la crypte archéologique. Ce que vous avez ici, à votre droite, c'est un mur de digue, donc du médiéval aussi, du XIVe siècle, qui protégeait les Niçois des crues du Paillon. On va monter sur la tour Saint-François. Moi, je suis né ici, donc ça veut dire j'ai l'habitude de voir un peu tout ça. Mais là, je le vois encore sur un plus grand plan. Ça fait plaisir de regarder, de voir tout Nice. Ça me plaît, vu que j'habite pas à Nice de base. Je suis venu ici pour le foot et ça me plaît de découvrir la ville. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce que la ville où je pratique le football. Et on a une matière qu'il n'y a pas dans les autres lycées, c'est le niçois. Donc c'est grâce à cette matière que je peux faire des sorties comme ça et pour découvrir la ville. Et si vous veniez vous faire couper les cheveux, tailler la moustache au stade, c'est possible aujourd'hui sur le parvis de l'Alliance Riviera. Damien et toute son équipe vous attendent pour une petite taille dont ils ont le secret. C'est gratuit et c'est pour la bonne cause. On vous le rappelle, en ce mois de novembre, l'opération Movember pour lever des fonds en faveur de la recherche sur les maladies masculines. Jean-Marc Ponte. Voilà donc pour le Zabgym, les équipes de Jean-Marc Ponte et de la communication de l'OGC Nice. Philippe, la moustache la prochaine fois, Movember. Normalement, ouais. Normalement, t'aurais dû laisser. Parce que là, on est tous à peu près un peu barbus. C'est de la mode, tout ça, ça m'intéresse pas. Voilà, il est bien peigné là. Tu n'as pas besoin d'affirmer ta virilité, c'est ça? Des fois, il fait les rouflaquettes un peu là. Ah oui, façon brigade du tigre. Je déteste les cubes. Allez, on passe à notre thème sur le mercato d'hiver, parce que c'est vrai qu'il va arriver quand même assez rapidement. Il se prépare dès maintenant, évidemment. Alors, ça démarrera le 1er janvier, c'est ça les dates? 1er janvier, 1er au 31 janvier, un mois de mercato d'hiver. Déjà quelques noms qui peuvent, en tous les cas, quelques postes ciblés peut-être, un arrière-gauche. Lucien Favre, lui, il sait ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut? Sauf qu'il ne sait pas s'il sera toujours là. Mais qu'est-ce qu'il veut, Lucien Favre? Un arrière-gauche, un joueur de profondeur et un milieu polyvalent. Plutôt créatif. Voilà. Plutôt créatif. Et éventuellement un autre attaquant si ça venait à bouger devant. Parce qu'on se rend compte que quand Delors ou Laborde n'est pas là, voilà, le mythe de l'association de ces deux joueurs, faut arrêter avec Lucien Favre. Voilà, ses yeux lui manquent un ailier de percussion, parce que là, pareil, à Lyon, quand Diop est sorti, il a même pas fait rentrer Brahimi. Et devant, Laborde, il a dû aller jusqu'au bout du match, mais il était bouilli, quoi. À la fin, il a même pas réussi à tirer tellement qu'il était cramé. C'est-à-dire qu'il s'est déménagé. Ah bah voilà, mais attention, il doit courir 15 bornes par match. Il se sacrifie. Et puis il sera disponible quand même. Sans sacrifice. C'est
pas une surprise, hein, comme on l'avait dit déjà plus tôt. C'est qualité. L'année dernière, tu avais Gouiri, Delors, Guessant, Dolberg. Et aujourd'hui, tu as Delors-Laborde. Ouais. Donc avec 2 attaquants, tu fais une demi-saison de 25 matchs. C'est pas étonnant qu'à la fin, ils soient bouillis, les garçons. Il a raison. Et Tudor, à Monaco, hier, il a fait rentrer Bamba Dieng, Under, Payet. Ça va. Et mené de 1, il est revenu à gagner le match 3-2 et avec il a Alexis Sanchez, Suarez, voilà, il a du monde. Il y aura du départ aussi, certainement. Il va falloir dégraisser 2-3 joueurs Ineos. Il y a des joueurs, comment on les appelle nous Non, mais Schneiderlin, il va bien falloir éventuellement lui trouver une porte de sortie. D'Acuna. Qu'est-ce que tu vas faire de Sorensen? Qu'est-ce que tu vas faire de Joe Bryan, qui est numéro 3 maintenant dans les hiérarchies des latéraux gauche? Oui, il a une piste pour Joe Bryan. C'est un In the kitchen. On attendait, évidemment. Parce que Lotomba, c'est pas mal ce qu'il a fait. Ouais. Oui. Bah oui. Ils l'ont pris pour ça au départ, parce qu'il était percutant. Il avait fait un match de fou contre les espoirs français. Ça fait 2 ans que tu te demandes ce qui lui passe par la tête à lui. Il fait des matchs très. Mais si son meilleur poste c'était arrière gauche et pas arrière droit au final. Ouais. Non mais c'est vrai, mais il a joué en plus arrière gauche. Gaucher en fait, sans savoir. Il y en a qui font des découvertes. Non, alors, mais c'est vrai qu'il mais ça fait 2 matchs qu'il est bon. Il est intéressant. Il est bon. Il est intelligent. Il fait 2 sauvetages. Il en avait fait un déjà à Cologne. C'est Cologne. Ça voilà, là il en refait un sauvetage intelligent dans le placement. Bien. Parmi les pistes qu'on peut vous donner pour les joueurs qui viendraient peut-être, ou en tous les cas dont les recruteurs seraient intéressés, il y a une vieille connaissance des recruteurs des Aiglons, c'est Memphis Depay, parce que rappelez-vous, il avait failli signer ici à l'OGC Nice avant d'arriver à Lyon. Finalement, Lyon l'avait intercepté et il avait signé à Lyon, mais là on en parle. Donc c'est un peu le pour-contre de cette semaine. Memphis Depay, bonne pioche pour l'OGC Nice. On va commencer par toi, Vincent. Non. Parce que Memphis Depay, c'est un profil très singulier, un joueur qui ne court pas beaucoup. Si tu continues avec Lucien Favre, il lui faut justement, il le répète, des joueurs qui attaquent cette profondeur, qui prennent l'espace. Et Memphis, c'est plus vraiment ce joueur-là. Ça l'était quand il était plus jeune à Manchester United et même ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est une sorte de 9,5, 10, un joueur un peu hybride qui a besoin de beaucoup décrocher. Et voilà, c'est un joueur qui à Lyon a eu des coups d'éclat, qui a aussi eu des moments de flottement et qui a laissé une image assez cornée, parce que c'est pas toujours celui qui montre l'exemple au quotidien dans le travail. C'est un petit peu un fonctionnement un peu à la Balotelli. Voilà, il fait un peu ce qu'il veut, Memphis Depay. Donc avec Lucien Favre, je pense que ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que pour moi, je dirais plutôt me pencher sur des garçons comme Thomas Lemar, en situation d'échec à l'Atlético Madrid. Il y a le petit Enzo Lefebvre qui fait aussi une première partie de saison assez remarquable à Lorient. Si tu as de grosses ambitions, rien ne t'empêche d'aller mettre 15 millions sur Enzo Lefebvre et d'affirmer clairement tes ambitions. Oui, à toi. Il est où le papier et le stylo? Je signe tout de suite. Parce que je suis d'accord, hein, Lemar, Lefebvre, c'est des joueurs aussi intéressants, mais Depay, en attaquant, c'est un autre profil que Delors ou Laborde. Si c'est un joueur qui court pas beaucoup, qui prend moins la profondeur, mais pour que Delors ou Laborde la prenne et que lui soit en soutien, tourne autour, il a la qualité technique pour être justement ce playmaker dans les derniers mètres, pouvoir faire des passes D, marquer des buts, capacité de tireur de coups de pied arrêtés, grosse expérience, joueur de caractère qui sort d'une demi-saison catastrophique où à Barcelone il joue pas du tout, il a été considéré comme rien du tout. Mais je le prends de suite. C'est un joueur qui a un charisme et je pense qu'il a envie de bien faire. Depay, je le prends de suite. Appelé par la sélection des Pays-Bas pour jouer la Coupe du Monde, Eric, qu'est-ce que tu penses de Memphis Depay? Depay en forme, oui. Depay, où est-ce qu'il en est aujourd'hui? J'en sais rien. Il n'a que 28 ans. Si c'est pour reprendre encore des joueurs qui n'ont pas joué depuis plusieurs mois et qui vont devoir avoir 4-5 mois pour revenir, c'est-à-dire que tu vas l'avoir en forme au mois de... mais il joue la Coupe du Monde. Ouais, est-ce qu'il va jouer? Je sais pas. Mais en tous les cas, il va se maintenir en forme. Peut-être. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en forme, oui. Maintenant... Mais à un moment donné... Et puis, il faut venir à Nice pour de bonnes raisons. Non, mais à un moment donné, pour lancer le projet... Memphis Depay, si tu fais vite une petite enquête, je pense que c'est quelqu'un... Ça se voit, il aime, et encore une fois, c'est pas une critique parce qu'on aime tous la vie, et notamment toi. T'aimes pas la vie, toi? mais voilà, ça dépend le projet. Si c'est pour jouer à la Ligue des Champions, des matchs tous les 3 jours. Philippe, à un moment donné, dans le projet Ineos, il va bien falloir qu'il y ait un nom qui sorte, quoi. Une tête d'affiche, une tête de gondole. Mais ça suffit pas. Il faut une tête de gondole plus forte que Depay. Encore là. Allez. Je sais pas. Si, il y en a eu. Cristiano. CR7. Non, Cristiano Ronaldo. Bah oui.
Après ce qu'il a dit avec Manchester United, il n'est pas prêt de rejouer sous les couleurs des Red Devils. Pour révolutionner le vestiaire et... Non, pour marquer des buts et amener du monde à l'Alliance. Non mais là on rêve là. Non mais c'est vrai que dans l'esprit, ce que tu dis, c'est un peu ce que le PSG a fait au départ, a marqué un grand coup avec effectivement Zlatan, Thiago Silva. C'était Zlatan Ibrahimovic qui à un moment donné a amené ce club dans une autre dimension. Pourquoi ? Parce que d'abord c'était un grand professionnel qui a bougé un peu les mecs à l'intérieur du vestiaire pour leur dire oh les gars, si on s'entraîne comme ça on va pas y arriver. Mais il avait ce charisme aussi, il était en pleine forme, il venait pour les bonnes raisons aussi. Il les a tirés vers le haut. Et il les a tirés vers le haut. Donc Zlatan, il est souvent un peu décrié parce que j'allais dire par les suiveurs du foot parce qu'il est très prétentieux, mais c'est un rôle qu'il joue et c'est vrai que dans le vestiaire il a toujours été très apprécié de ses partenaires parce que c'est un vrai professionnel. Donc un profil comme ça, il va falloir effectivement qu'à un moment donné le GC Nice aille le chercher. Après c'est pas si facile que ça pendant la période de l'hiver, on l'a dit. Depay peut être j'allais dire, mais il faut vraiment qu'il vienne effectivement pour les bonnes raisons comme tu l'as dit et aussi qu'il soit en pleine possession de ses moyens physiques quoi. Il va venir après la Coupe du Monde. Non mais à 28 ans, il a encore une carrière devant lui, même fils de pas, il est dans la force de l'âge, donc il va pas lâcher tout de suite, non Philippe ? Après, j'espère pour lui, sinon il faut qu'il change de métier. Après le problème c'est que ça reste Nice aujourd'hui pour les grands joueurs. Et nous on aime Nice parce que bon, c'est notre ville, c'est notre club, voilà. Mais il faut comprendre, les joueurs qui sont habitués à jouer les grands matchs européens, les Champions League, la Coupe du Monde, machin, voilà, Nice aujourd'hui c'est quoi ? Ça joue la Conference League et c'est 8e du championnat aujourd'hui. Nice c'est Ineos aujourd'hui. Non mais je suis d'accord, mais il faut te mettre à la place du grand joueur que tu vas aller chercher quoi. Je veux dire, après il y en a certains qui vont jouer en Arabie Saoudite, au Qatar. T'as un stade, t'as des ceux qui vont jouer en Arabie Saoudite, t'as un confort de vie sur la Côte d'Azur parce qu'ils t'amèneront jamais là-haut. Donc il faut aller chercher le joueur, les 2-3 joueurs qui vont t'amener là-haut. C'est pour ça qu'il faut savoir les bonnes si tu viens pour les bonnes raisons. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu surpayes. Il faut un joueur compétitif, de très haut niveau. Qui a la mentalité aussi pour être un chef de troupe. Voilà, c'est pas si évident. Ça n'a pas été que des réussites, mais de voir des Balotelli venir, des Belhanda, des Schneider, ça montre quand même quelque part que oui, le GC Nice a un pouvoir d'attractivité pour ces joueurs-là. Donc Schmeichel aussi, c'est vrai, même Ramsey, voilà, même s'il était en fin de contrat, il y a quand même, je pense, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui peut attirer. C'est sûr, mais là on parle on parle pas des joueurs du niveau des joueurs dont tu as parlé. Non, on parle d'un joueur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tant que tu joues pas la Champions League, tant que tu joues pas les matchs comme ça, c'est vrai que tu as ce degré d'attractivité qui est moindre par rapport aux autres. C'est malheureusement. Un club comme l'Atlético, ils veulent se séparer de Joao Félix, Carrasco et Lemar. Prends tout. Non, je pense que Joao Félix, c'est intouchable. Et même Lemar, tu vois, c'est des salaires. Tu prends un package là. Non, mais il ne viendra pas. Là, je rejoins avec mais Eric, pourquoi ? Parce que si tu lui donnes, je sais pas, 1 million d'euros par mois. Madrid à 21 ans et qu'il a été acheté 100 millions. Mais 6 mois, 1 an et demi. Non, il va pas venir. Un contrat de 2 ans. Mais non. Il pourrait avoir la Juve, il pourrait avoir des clubs anglais. Il va pas venir à l'OGC Nice. Non. Surtout à 21 ans, un joueur comme ça, c'est pas un plan de carrière intelligent. Tu passes pas de l'Atlético Madrid à l'OGC Nice, c'est pas possible. Là, faut être, je pense, non, mais même Lemar, tu vois, je pense qu'il va forcément avoir des clubs de première ligue. Oui, après Lemar, ça tu fait nous as dépeint un peu le joueur, tu veux la profondeur et tout ça, c'est pas Lemar non plus. Alors, c'est plus la créativité, donc c'est plus dans la créativité, ça joue un peu sur le côté. On l'a un peu perdu de vue malheureusement parce qu'il joue pas tout le temps non plus à Atlético, donc c'est pas facile. De toute façon, ce qui est aujourd'hui, moi je l'ai dit aujourd'hui, ce qui est difficile pour Nice, c'est cette crise de croissance qu'ils sont en train d'essayer de vivre. Comment même si tu as l'argent aujourd'hui, comment aller chercher les joueurs qui vont te faire passer un palier. Moi, je pense sincèrement que tant que tu n'auras pas un joueur devant la défense qui a beaucoup de créativité, de l'époque de ce qu'on avait connu, un Pirlo quand il jouait devant la défense, qui était capable d'être ce joueur qui pouvait sortir le ballon, ressortir le ballon, pas avoir peur de la pression. Mika Seri. Voilà, le Mika Seri que tu avais à l'époque, effectivement. Mais tant que tu n'as pas ce joueur-là qui, après, est encadré de mecs qui ont de la force, qui ont du volume, qui sont capables de se projeter, mais tu dois avoir cette première arme de lancement et aujourd'hui, tu l'as pas. Et des fois, ça te manque en fait pour que ton équipe elle soit dans le bon sens tout de suite. Donc, mais tu vois, c'est pas le joueur qui cherche aujourd'hui. Mais ça, c'est mon avis à moi. Mais après, c'est que mon avis. Messieurs, puisque c'est une émission un peu bilan de ce début de saison, on va passer à vos coups de gueule, coups de cœur de ce début de saison, carrément. Will, on va commencer par toi. Ton coup de gueule, ton coup de cœur. Je commence par coup de cœur. Bien sûr, toujours. Positif d'abord. Évidemment. Je vais me répéter encore par rapport à la semaine dernière, mais vraiment, c'est mon coup de cœur, c'est Hicham Boudaoui.
Hicham Boudaoui, pour moi, il est ce joueur indispensable, capable de tout faire, capable de jouer plusieurs postes. L'intelligence, alors voilà, on a parlé de son erreur à Lyon qui coûte un peu, mais cette première mi-temps, c'est le joueur, il est capable de tout faire, de percuter balle au pied, de donner, de jouer à 3. Il est intelligent, il couvre un volume de jeu incroyable. Moi, si on n'avait que des Hicham Boudaoui dans l'équipe, ça serait très positif. Et ton coup de gueule? Coup de gueule, toujours à Lyon. On n'a pas vu de supporters niçois parce qu'ils étaient encore une fois interdits. Et voilà, c'est ça mon coup de gueule, parce que je trouve que j'ai pas mal critiqué personnellement la Populaire Sud l'année dernière, où je la trouvais un peu éteinte et répondait pas présent dans les grands matchs. Et autant cette année, je trouve que l'Europe lui a fait du bien. Ils sont là, ils se déplacent, ils font du bruit. C'est coloré, même à l'Alliance, c'est beaucoup plus intéressant. Mais seulement on les interdit des plus beaux déplacements. Ils sont pas allés à Lyon, ils iront pas à Marseille. Voilà, moi je commence un peu vraiment beaucoup à en avoir marre. Surtout quand j'ai vu en Allemagne comment ça pouvait se passer, que ça pouvait être cadré et qu'il n'y a eu aucun débordement. Quand tous les pouvoirs publics mettent les moyens, ça se passe bien, et c'est ça le football. On veut voir des supporters adverses, comme on a vu les supporters du Partizan, comme on a vu les supporters de Cologne. Voilà. Les bons supporters de Cologne. Les bons supporters de Cologne. Vincent, ton coup de gueule, ton coup de cœur? Vincent, coup de gueule, le flou Ineos. J'aimerais bien que ça fait bientôt plus de 3 ans qu'ils sont là, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'ils veulent faire de ce club. Moi, je me demande si, parfois... concurrencer le PSG, il l'a dit, du marqué. Oui, bah maintenant, il faut justement... il faut maintenant prouver que tu veux vraiment les concurrencer en tapant très fort lors du prochain mercato et de tout faire pour éventuellement aller gagner cette Ligue Europa Conférence. Parce que, qui va t'apporter. Oui, parce qu'il n'y a pas de grandes équipes. Oui, il y a Villarreal, West Ham, on l'a déjà dit. Mais ouais, j'aimerais bien que Jim Ratcliffe même affiche davantage d'élan et d'allant en venant plus souvent au match, même si à chaque fois qu'il vient, il se perd. Mais il voilà, va falloir vaincre le Sylvain. Voilà, que ce flou soit un petit peu atténué. Mon coup de cœur, c'est de victoire à Cologne. Voilà, parce que c'est la Coupe d'Europe, parce qu'il y avait 50 000 personnes. Mais ils n'ont pas gagné. Ce match nul à Cologne. Cette qualification. Le nul à Cologne. Cette qualification. On a tous cru à chaque fois la victoire. Mais ouais, non, parce que c'était un match dans une ambiance exceptionnelle. Comme l'a dit, avec des supporters niçois, la Coupe d'Europe, des gens heureux d'aller au stade. Et j'aurais bien aimé, pour mieux comprendre également le projet Ineos, que Jim Ratcliffe soit là, Dave Braceford soit là, parce que si tu as ce club-là, c'est pour vivre ce genre d'émotion. Philippe, ton coup de gueule, ton coup de cœur? Moi, j'ai pas un coup de cœur réel, parce que la première partie de la saison me convainc pas. Donc, c'est des images que j'ai notées comme ça. J'aime bien le côté Attal Boudaoui, quand ils sont bien tous les deux. C'est-à-dire pas souvent, mais quand ils sont bien, j'adore, parce que c'est deux joueurs qui ont vraiment des qualités que j'apprécie. J'ai bien aimé ce qu'a fait Lemina, c'est-à-dire qui avait été mis à la cave. On lui avait montré la porte de sortie, et je trouve que ce qu'il a fait en revenant et en prenant la place qu'il a pris, ça montre qu'il a une force de caractère et que c'est un bon joueur. Et pareil pour Dante Todibo à la charnière, surtout à Lyon. J'ai adoré à Lyon. Une dernière image de coup de cœur, le but de BK contre le Maccabi. Qui te qualifie. Qui est un but de la qualif, super but devant 20 000 personnes. Et les coups de gueule, moi j'ai toujours pas digéré le départ de Gouiri, parce que je trouve que c'est un super joueur et qu'il fallait prendre le temps, il fallait gérer différemment le dossier. Il fallait prolonger comme Todibo. Voilà, donc moi je trouve que c'est une... Et j'ai toujours pas digéré non plus la première mi-temps face à Marseille. Ah oui. Parce que c'est face à Marseille, et parce que franchement, c'était le gym face à Marseille, c'était un paillasson. Là, c'était au fond du trou. Là. Donc ils nous ont marché dessus, et ça... Ouais, tu l'as en travers de la gorge. Voilà. Je peux te demander, Eric, t'as réfléchi un petit peu, en fait, non, tu m'en as pas du tout parlé. Ouais, je t'en ai pas du tout parlé. Non, mais moi, le coup de cœur que j'aurais, c'est pour notre capitaine, parce que je trouve que c'est par rapport à son âge, c'est-à-dire que chaque année, à ton âge, faire encore des choses. Ouais, c'est-à-dire que t'imagines si je jouais. Il y a même Laurent Blanc, il a été un petit peu scotché, parce que j'ai vu son interview d'après le match de Lyon, et il en a parlé. Donc c'est vrai que lui, quand il affiche une défense qui a 19 ans et 20 ans, je crois, les deux, et Dumandé, qui est forcément de l'avenir, mais il dit, voyez, à Nice, on a un joueur... Eux deux, ils sont plus jeunes que... Donc c'est vrai que quelque part, c'est exceptionnel quand même, comme il arrive à se maintenir à la classe tel des gestes niveau. qu'il a...
à un tel niveau. Alors bien sûr, on sait que c'est un super relanceur, mais après, il est sur tous les points chauds. On se rappelle encore de cette occasion où il y a le ballon qui détourne sur le poteau, et voilà. Il est là. Il est encore là. Il est concentré, il est professionnel, et on se rappelle quand il a été blessé. Comment a tourné l'OGC Nice à ce moment-là, pendant les quelques mois où il était absent. Donc ça, c'est un véritable coup de cœur. Après, les coups de gueule, je sais pas, moi, le coup de gueule, ça serait cette demi-saison qui serait quand même quelque part être à 8 points quand même de Lorient, qui était avec la même équipe, a failli descendre l'année dernière. Tu es obligé quand même de te dire qu'à un moment donné, tu dois être capable de faire mieux. Après, oui, on est d'accord, les joueurs, pas les joueurs, ils sont venus comme ça, comme s'ils n'en voulaient pas. Mais bon, il y a quand même des joueurs pour faire peut-être mieux. Et quand tu vois que tu es à la, je crois, 18e attaque, 18e attaque, je crois. Ouais. À un moment donné, avec les joueurs offensifs que tu as, je pense qu'à un moment donné, tu dois être capable effectivement de pouvoir faire mieux. Voilà, messieurs. Pour vos coups de gueule, vos coups de cœur. Et toi, et les tiens Moi, je dirais, alors j'ai pas trop réfléchi parce que c'est surtout pour vous. Les donner. Alors, le coup de gueule, c'est l'arbitrage, ça c'est certain, parce qu'il y a eu trop d'erreurs d'arbitrage en défaveur de l'OGC Nice cette saison. Il y en a eu quelques-unes en sa faveur aussi, quand même, malgré tout, et on passe notamment en Ligue Europa Conférence. En Ligue Europa Conférence et contre Nantes aussi, mais c'est vrai que l'arbitrage et l'utilisation de l'arbitrage vidéo, c'est quelque chose qui est complètement à revoir dans notre football aujourd'hui en France, et la façon dont les arbitres ont d'arbitrer, c'est-à-dire se croire au-dessus des autres, sans communiquer, sans rien, moi je trouve ça pathétique. Le coup de cœur, je le donnerai à ce monsieur, Lucien Favre. Mérite. J'espère qu'il restera jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il mérite d'avoir une équipe compétitive, Lucien Favre, jusqu'au bout de cette saison, pour montrer ce qu'il sait faire également. Voilà. C'est beau, hein. C'est beau. J'espère qu'il verra la mission. Non, mais il y a peu de chance. Le coup de cœur, Eric Roy. J'ai un peu de chance. C'est un coup de cœur. Merci d'être venu 12 fois sur le plateau. C'est un coup de cœur perpétuel, ça. C'est la deuxième fois, non ? Troisième fois de la saison. Oui, deuxième fois de la saison. Tu concurrences Patrice Alberganti. Non, mais surtout que je viens alors que vous m'appelez 2 heures avant l'émission. C'est ça le truc. C'est ça surtout le truc. C'est pas que voilà. Mais t'es comme Dante. T'es comme Dante, t'es toujours bon. Non, mais c'est comme quand j'étais joueur. Toujours prêt, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est-à-dire que les mecs se plaignent quand ils sont remplaçants, mais après, hop, il y a un blessé, tac, t'arrives, tu joues. Il faut que tu sois bon, quoi. Mais il faut être prêt. Si t'es pas prêt, ben voilà, la chance est hier soir au Stade Louis II. Et puis il faut dire que la légende Philippe Camps, il rince. Oui, c'est vrai. Au Stade Louis II, quoi. Bon, j'ai juste un petit mot à dire avant de partir. Vas-y. C'est pour une petite pensée pour Fred Joria qui va être opéré. Petite opération on pense fort à lui. En parlant de légende, voilà. Lui, c'en est une. Voilà. On n'en a pas parlé en début d'émission, essentiel dans la remontada un peu niçoise, qui a vraiment épaulé Lucien Favre dans cette période un petit peu trouble. Eh ben, c'est le coup de cœur bis de toute la rédaction Philippe, de GT12 de coup de cœur. Il peut en faire d'autres. Allez, on va faire une émission spéciale coup de cœur. Un coup de cœur éternel pour Dominique Baratelli, dit le chat. Maillot jaune citron, gants en laine et regard d'aigle. Numéro 1 noir. Bon, messieurs, on va suivre évidemment attentivement cette Coupe du Monde. On va suivre également ce qui se passe dans les coulisses de l'OGC Nice, sauf bouleversement majeur. On ne reviendra pas avant la fin de cette Coupe du Monde et avant la reprise du championnat, mais on se réserve quand même le droit. C'est sûr, moi je reviens pas. Ouais, toi, on sera en vacances. Si Lucien Favre est débarqué, il faudra quand même qu'on en parle. Donc on essaiera de faire une petite... tu pourras m'appeler 1 heure avant l'émission. Sans problème. Tu restes là. Chef, on fera un petit truc, si jamais. On le souhaite pas, mais si jamais. Non, mais ça va pas se passer. Ça va pas se passer, on l'espère en tous les cas. De notre côté, merci à tous de nous avoir suivis. Donc bonne Coupe du Monde à toutes et à tous. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé, Franck Fernandez et Chloé Voirgard à la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve donc dans quelques semaines. Bonne Coupe du Monde à toutes et à tous.